Bienvenue à Mémoire du passé. Val-David est une municipalité où se rencontrent le plein air et la culture sous toutes ses formes. Des établissements renommés, tels la Sapinière et la Butte à Mathieu, ont entre autres contribué à créer cette atmosphère, cette identité qui est propre à Val-David. Aujourd'hui, en compagnie de l'historien et auteur Michel Allard, nous découvrons certains chapitres de l'histoire de la municipalité dont les débuts remontent à il y a un siècle. Michel, ici sur le rang 7, un endroit où la forêt est extrêmement dense, on a vraiment l'impression d'être au bout du monde. Et il y a 100 ans, les gens appelaient l'endroit le bout du monde. Oui, on appelait ça le bout du monde. Pourquoi? Parce que la colonisation arrêtait à Sainte-Adèle. Et là, il fallait venir dans Montagne. Et dans Montagne, c'était loin. En même temps, ici, on sait qu'il n'y avait rien parce que les arpenteurs étaient venus l'année précédente qui n'avaient trouvé aucune trace humaine. Bien, ils avaient trouvé certaines traces que, mettons, que les animaux, insensés que les animaux, même si les Amérindiens auraient pu tracer, mais il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien, il n'y avait pas de rien. Or, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. C'est pour ça qu'on disait, on s'en vient au bout du monde. Ici, on est dans le rang 7 et juste un peu plus loin, c'est le rang 10. Et c'est là que les premiers colons se sont installés. Les premiers colons sont arrivés ici en 1849. 1849, et c'est des gens qui viennent de Saint-Benoît et Saint-Eustache. Retenez bien ça, on va revenir dessus. Or, il y a deux frères Ménard, Narcisse Olivier. Celui qui va devenir leur beau-frère, Jean-Baptiste Dufresne, qui va marier une Ménard. Et Olivier est marié avec une Dufresne. Et la mère Ménard, c'est-à-dire celle qui est mère des deux frères et puis de la sœur, mais la mère Ménard est avec eux. Puis ça, c'est une drôle de femme, hein? 6 pieds quelques, qui va devenir sage-femme. C'est probablement, j'aimerais ça faire son histoire à un moment donné. Bon. Donc le clan arrive. Là, il arrive, il s'installe ici. Et il faut s'installer. Et puis, bien, écoutez, pourquoi ils s'en viennent ici? Écoutez, il y a deux grandes raisons. Il y a une grande raison au Québec, dans les années 1850, 49, 50, il n'y a plus de terre qu'on peut cultiver à l'intérieur du Bas-Saint-Laurent. Donc, les gens s'en vont vers les factories de la Nouvelle-Angleterre, d'autant plus que dans les cantons de l'Est, on ne vend pas aux francophones, on vend aux anglophones seulement. Et aussi, c'est l'aîné qui hérite de la terre. Ce qui veut donc dire que les gens, bien, il faut qu'ils s'en aillent. Deuxièmement, ça vient de Saint-Eustache. Vous dites à l'heure Saint-Benoît, hein? Oui. Saint-Benoît. Bon, 1837, il y a eu un combat, les Patriotes. Et les Patriotes se sont fait battre. Et Colborne, le général anglais, qu'on a appelé le vieux boulot, lui, il a incendié autour. Ça veut dire que les gens manquent de maison. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est s'en aller. Ils cherchent une place. Une terre ailleurs. Et ils s'en viennent vers le nord. Et c'est comme ça que la colonisation s'est faite. À peu près dans tous les villages qu'on a à partir d'ici, on trouve des gens qui viennent de Saint-Eustache, Saint-Benoît. Et quand un colon voulait occuper un lot, comment ça fonctionnait? Il fallait qu'il aille voir l'agent des terres, qui était à Sainte-Adèle. Or, il signait ce qu'on appelle un billet de location. Dans le billet de location, c'était bon pour 5 ans. Il devait donner un certain montant par année, c'est entre 30 et 40 $ pour l'ensemble. Là, il obtenait un lot. Mais il devait construire une maison. Il devait l'occuper en dedans de 2 ans, construire une maison, défricher entre 10 et 15 % de la terre. De la terre. Donc, ça, c'était les conditions de base qu'il y avait. OK. Mais, vous allez me dire, le bois. Bien, le bois, il pouvait le couper, le bois. Il pouvait le couper, mais se chauffer. Construire sa maison, construire des clôtures, pas le droit de le vendre. C'est ça, imaginez-vous, là. Ça appartenait aux compagnies forestières qui avaient le monopole, d'autant plus qu'à cette époque-là, les compagnies forestières, ils payaient à peu près de 30 à 40 % des revenus du gouvernement. Ils recevaient cet argent-là. C'est-à-dire qu'ils payaient ça pour avoir le droit. Fait que, voulez-vous, le gouvernement, s'il ne donnait pas de contrat aux compagnies forestières... Donc, les colons ne pouvaient pas vendre leur bois. Bien, ils ne pouvaient pas vendre leur bois, et c'est ça, à un moment donné, qui est arrivé, que les colons vivaient pauvrement à cause de ça. Puis, deuxièmement, il y avait le droit de pêcher à la ligne. Seulement. Non, il n'y avait pas le droit de pêcher au filet. Et avec les années, il y a de plus en plus de terrains qui ont été donnés à des clubs privés. Fait qu'ils ne pouvaient même pas aller pêcher là.
Puis troisièmement, bien, le fond de terre, le sous-sol, encore comme aujourd'hui, ça ne leur appartenait pas. Fait que finalement, les colons, c'est une vie difficile. Imaginez-vous, il n'y a pas de route. Il faut tout faire de A à Z. Il faut tout faire. Et puis, ce qu'on pourrait nous rapporter de l'argent, on ne peut même pas le faire. Donc ici, Michel, on est devant une des plus vieilles maisons de Val-David. C'était quoi cette maison-là? Ah, voyez-vous, c'est une maison qu'on pourrait en parler à deux niveaux. D'abord, c'était la maison de Joseph Roture dit Belle-Île, un des premiers habitants qui venait s'installer ici dans le rang 7, dans les années 1855. Puis aussi la maison, regardez-moi ça, là. On dirait qu'on a reculé dans le temps. Regardez, pièce sur pièce. Regardez le châssis. En arrière, il faut aller en arrière, il y a une dépendance. Puis il y a aussi, probablement, là, je ne suis pas sûr, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelait une bécosse. Vous savez que ça voulait dire, bécosse? Non. Ah, backhouse. Backhouse, ça vient de l'anglais, backhouse. C'est un petit endroit en arrière pour aller faire ce qu'on doit faire, qu'on ne peut pas faire dans la maison. Bon, revenons à Joseph Roture dit Belle-Île. Joseph Roture dit Belle-Île, il arrive ici avec plusieurs autres colons. Il y a, si vous voulez, ici, on est près du lac Paquin. Et là, ils sont installés tout autour une dizaine de colons qui viennent s'installer ici et ils ont commencé à former ce qu'on appelle un hameau. Avant de parler de village, on parle de hameau, c'est-à-dire un certain nombre de personnes qui sont ensemble. Mais le problème que tout le monde a, vous vous en doutez, ne peuvent pas vendre le bois. C'est vrai. Autant Joseph Roture dit Belle-Île et tous les colons. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pas fou les colons autrefois, hein? On pense qu'ils n'étaient pas up-to-date, comme on dit, attention. On dit, ouais, on n'a pas le droit de le faire, mais on a le droit de le brûler. Ah, on va le brûler. Et on a fait ce qu'on appelle de la perlasse et de la potasse. Alors, le mot potasse, c'est un mot allemand qui vient de pot, qui veut dire récipient. Et assus, ça veut dire de hache, ça veut dire cendre. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait du bon bois, de l'érable, du merisier, on le faisait chauffer, on prenait les cendres, et là, on mettait ça dans une espèce de grand récipient en fer, puis on mettait un feu en dessous, on mettait de l'eau, puis on laissait mijoter. Et c'était ça, la potasse? Et c'est ça, ça nous donnait la potasse. Mais ça, c'était comme l'équivalent de l'eau d'érable, si vous voulez, qu'on fait bouillir. Puis ça fait du réduit. Mais si on voulait aller plus loin, là, ça prenait toute une autre organisation, donc il y avait ce qu'on appelle peut-être une petite usine de potasserie. Là, il fallait encore continuer pour donner l'équivalent de sirop d'érable. Mais attention, il ne fallait pas en boire, là, c'était pas bon comme ça. Bon, à quoi ça servait tout ça? La potasse et la perlasse? Bien, ça servait à blanchir. Ça servait à blanchir le linge. Ça servait pour fabriquer des produits de beauté. Et même, ça servait pour produire des produits de détonation. Bon. Fait que là, tout ça, si vous voulez, ça a permis aux colons de pouvoir s'en sortir un petit peu. Parce qu'ils pouvaient vendre la potasse. Oui, mais attention, il n'y avait pas de chemin encore. Ils partaient, mettaient ça dans une poche, mettaient ça sur leur épaule, puis ils descendaient soit à Sainte-Adèle, soit à Saint-Sauveur pour la vendre. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé après les années 1855? C'est qu'on a eu une première route. La route, le chemin, le rang 10 ici, c'est devenu une route nationale qu'on appelait la Grande Route, qu'on appelait aussi la Grande Ligne. Donc, ça n'a pas été le bout du monde très longtemps après cette voilà. période-là. Bien là, c'était plus le bout du monde, c'était la moitié du bout du monde. Le bout du monde s'est rendu au lac des Sables, parce que là, il y en a qui ont profité, puis sont installés au lac des Sables, sur le bord du lac des Sables. Alors, vous aviez, si vous voulez, un hameau qui s'était créé ici, et il y a eu un second hameau qui s'est créé auprès du lac des Sables. Mais il y a toujours le même problème dans tous les hameaux. Tous les colons, au début, d'aller n'importe où, c'est toujours la même question. Où va-t-on construire la chapelle? Bien, vous dites, pourquoi la chapelle? Pas juste pour aller à la messe, attention, là. Parce qu'on sait que s'il y a la chapelle, il va y avoir l'église, il va y avoir une paroisse. Avec la paroisse, vous allez avoir le magasin général, vous allez avoir le forgeron, vous allez voir le notaire, et là, le village va prendre forme. Donc, la chapelle, c'est l'étape numéro 1 pour s'en aller vers... Numéro 1. Mais ici, ils ne sont pas fous. Ils disent, on n'est pas pour demander... Théoriquement, on demande la permission à l'évêque. Ou théoriquement, il y a un prêtre qui vient, puis il dit la messe à l'intérieur d'une maison.
Mais les colons ne sont pas fous. Ils sont une demande de permission, on ne l'aura jamais. Qu'on fait? On va construire une chapelle. Ils ont construit une chapelle dans Laurentides, un peu plus loin qu'ici. Ils ont construit une première chapelle. Et là, ils ont envoyé, si vous voulez, une demande à l'évêque de Montréal, Monseigneur Bourchette, pour demander de devenir une mission avant de devenir une paroisse. Mais les gens du lac des Sables, eux autres, quand ils ont entendu parler de ça... Eux aussi voulaient leur chapelle. Eux aussi voulaient, mais ils ne l'avaient pas construit encore, eux autres. Mais il y avait un terrain qui avait été donné par le docteur Larocque. Le docteur Larocque leur avait donné un terrain. Alors, il y avait le terrain, ici, il y avait la chapelle. Or, Monseigneur Bourgette a envoyé son coadjuteur pour servir d'arbitre. Est-ce que la chapelle devait être construite ici, dans le Randis, ou est-ce qu'elle devait être construite à Sainte-Agathe? Ce qui est Sainte-Agathe aujourd'hui, c'est le bord du lac des Sables. Or, après avoir entendu les parties, le coadjuteur a décidé que la chapelle devait être construite près du lac des Sables. Le coadjuteur, celui qui est venu diriger, décider, qui a servi de juge, c'était le frère du docteur Larocque qui avait donné le terrain. Ah, voyez-vous... On comprend pourquoi. Bien, on comprend pourquoi que c'est le lac des Sables qui a eu la chapelle au lieu du lac Paquin, qui est ici, et qui aurait dû avoir sa chapelle. Or, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a démoli la chapelle, on a fait une maison, et ça a manqué son coup ici. C'est pas devenu... C'était resté un petit hameau, mais c'est pas devenu un endroit où il y a eu par la suite une mission. Le développement de la mission. Voilà. Donc, Michel, Joseph Bellil, il n'a pas seulement fait de la potasse et de la perlasse, il a également acheté le moulin à bois. Et je pense qu'ici, c'était sa maison à ce moment-là. Voilà, exactement. Joseph Bellil, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que ce moulin, il existait ici un moulin, une série, vous avez eu un moulin à bois, qui était un nommé Papineau qui l'avait construit. Et lui, Joseph Bellil, il l'a acheté. Mais il ne s'est pas contenté d'avoir juste un moulin assis. Il a construit un moulin à farine. Il a construit un moulin à cardé. Ça veut dire qu'on pouvait répondre aux 3 besoins fondamentaux, se loger, se nourrir et s'habiller. Bon, donc c'est ce que Joseph Bellil a fait ici. Et à ce moment-là, tout ça ensemble, voyez-vous, là, il a cédé un terrain à un forgeron. À un moment donné, il y a un marchand qui s'est installé. Et il y a des colons qui sont venus s'installer autour parce qu'on avait le moulin qui servait à 3 utilités. 3 besoins fondamentaux. 3 besoins fondamentaux. Alors donc, c'est l'importance que Joseph Bellil a eue. Mais il y a eu 2 événements qu'il faut absolument se rappeler si on veut comprendre. En 1888, le curé Labelle est devenu ministre, sous-ministre à la colonisation. Et là, sous-ministre à la colonisation, une des choses qu'il a faites, il a fait amender, si vous voulez, on savait à ce moment-là que quand tu n'avais pas le droit de couper ton bois. Tu n'avais pas le droit de le vendre. Tu n'avais pas le droit de le vendre, excuse-moi. Non, c'est correct, pas le droit de le vendre. Là. Non, t'as raison, vous avez raison, c'est moi. Donc, tu n'avais pas le droit de le vendre. Mais lui, il a dit, écoutez, on va faire changer le règlement. Quand quelqu'un obtient la patente. La quoi? La patente, c'est-à-dire les lettres patentes, ça veut dire quand il obtient ses titres de propriété, qu'il a rempli toutes les conditions, il peut, à ce moment-là, vendre son bois. Alors donc, qu'est-ce que ça a donné? C'est qu'autour, les colons pouvaient vendre leur bois. Ah, ils pouvaient le vendre. Ça changeait leur vie, ça. Ça changeait leur vie. Ça leur donnait, si vous voulez, un revenu. Bon. Un deuxième événement. Le curé Labelle aussi, il y a une chose qu'il a faite dans sa vie, il voulait qu'il y ait un train. Un train qui parte de Montréal et qui aille jusqu'à Mont-Laurier. Il voulait même d'aller plus loin, il voulait aller jusqu'à Saint-Boniface. Bon, donc le curé Labelle a travaillé à son train. En 1892, le train est arrivé ici. Malheureusement, le curé Labelle, il était décédé en 1891. Mais qu'est-ce que ça a amené, le train? D'abord, il fallait donner un nom.
À la gare. À la gare. On a appelé ça Belle-Île Station, parce qu'il y avait le moulin à côté, donc c'est devenu Belle-Île Station. Ah, imaginez-vous, là, vous avez tout, là. Vous avez un hameau, puis là, le train qui arrive, et là, tout ça s'est développé autour. Il y a eu un autre moulin à bois un peu plus haut, le magasin général, il y a eu différents commerçants, et là, il commençait à avoir du monde. Et à un moment donné, ils se sont dit, écoutez, nous, ça nous prendrait une paroisse religieuse pour commencer. Or, ils ont fait la demande. Et finalement, oui, ils ont envoyé une requête à l'évêque qui leur a obtenu qu'il fonde une paroisse. Or, la paroisse est appelée Saint-Jean-Baptiste de Belle-Île. Pourquoi Saint-Jean-Baptiste? Saint-Jean-Baptiste, c'est notre patron national des Canadiens français. Il y en a qui disent Jean-Baptiste parce que c'est le prénom de Jean-Baptiste Dufresne, un des pionniers. Et d'autres disent que c'est Jean-Baptiste Bazinet, qui était le curé de Sainte-Agathe, qui a fondé la paroisse ici. Donc, on a deux hypothèses. Bien, on en a trois, si vous voulez. Laquelle? Choisissez celle que vous voulez. Là. Bon. Faites donc paroisse religieuse. Mais très souvent, dans l'histoire des Laurentides, quand il y a une paroisse religieuse, bien là, on se dit, il faudra avoir une municipalité civile. Fait qu'on a fait une autre requête. On a envoyé la requête à Québec et c'était accepté. Alors, on a fondé, si vous voulez, une municipalité en 1921 qui s'appelait Saint-Jean-Baptiste de Belle-Île. Mais, donc, si vous voulez, c'est ce qui a fait le nom Belle-Île continue. Mais là, à la même époque, on a appelé le bureau de poste Val-David. Bon. Qui est tout à côté. Bien, qui est à côté, oui, Val-David. Fait que là, vous devriez être dans le village de Saint-Jean-Baptiste de Belle-Île, bureau de poste Val-David. Bon, comment les gens... Bon. Et la commission scolaire s'est appelée Commission scolaire de Val-David. Fait que là, le conseil municipal a demandé de changer le nom. On a trouvé la requête, mais ils n'ont jamais eu de réponse. Alors, pourquoi? Je ne le sais pas. Mais ils ont commencé tranquillement à utiliser le mot de Val-David. Pourquoi avoir Val-David? Parce que David, Athanase David, c'était le député de la région. Député libéral qui était là des années 20 jusque dans les années 40, 45, 43, 44. Donc, on voulait y rendre hommage. Deuxièmement, son père. Son père a écrit une histoire des Patriotes. Donc, on revient au début. Ben oui, dont on a parlé tout à l'heure. Ben oui, on revient au début de Val-David et il était sénateur en plus. Fait qu'on a, en 1944, finalement, après des demandes encore, là, on a changé le nom pour l'appeler Val-David. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens de Val-David sont tout étonnés de dire que ça s'appelait Saint-Jean-Baptiste de Belle-Île, parce que c'est plus utilisé. Donc, si vous voulez, c'est une station, un moulin, des hommes politiques qui ont fait, si vous voulez, l'histoire, la toponymie du terrain où nous sommes ici aujourd'hui. Et cette maison ici, c'était la maison qui servait de M. Belle-Île pour commencer. Après ça, ça a été transformé au cours des années. Et ici, maintenant, c'est le fondateur de l'atelier de l'île qui est ici aujourd'hui. Ici, Michel, on se trouve devant un bâtiment qui a réellement marqué l'histoire de Val-David, la Sapinière, construite dans les années 30, donc en pleine crise économique. Oui. Voyez-vous, en 1930, dans la crise, on a calculé qu'à Val-David, 40 des gens reçoivent de l'aide qu'on appelait aux nécessiteux. Or, il y a un nommé Léonidas Dufresne, qui était le fils de Jean-Baptiste Dufresne. Le premier arrivé. Oui, et qui était maire à l'époque. Or, la municipalité a mis sur pied certains travaux de voirie, etc. Lui a décidé de construire d'abord un camp de bûcherons. Mais avant de construire son camp, il a élargi la rivière, le petit ruisseau, c'est-à-dire Doncaster, à la pelle, et puis il a fait un barrage, puis il a fait un lac. Et sur le bord du lac, il a construit, ce que vous voyez ici, c'était
Un camp de bûcheron. Un camp de bûcheron, Oui. voilà. Bon, ça imite un petit peu ce qui s'était fait à Montebello, etc. Bon. Fait que là, il a commencé à faire ça. Et puis, son hôtel a rapidement pris une certaine expansion. Pourquoi? Parce que lui, il a misé sur quoi ici? Il n'y avait pas de club de nuit, il n'y avait rien de ça. Il a misé sur le plein air. Alors, premièrement, la chose qu'il y a au début, le ski. Alors, c'était le premier monte-pente qu'on appelle communément des ski-two, des rope-two, qui est le premier de Val-David. Il y en avait ailleurs, mais c'est le premier à Val-David, et il y en a d'autres à Val-David qui l'ont imité. Il y avait aussi autour il y avait des pistes de ski de fond. Alors, il a continué à en faire un peu partout. Alors, ce qui fait que ici, c'est devenu pas mal important. Et à côté, après ça, il a vendu son Mont-Plante, et de l'autre côté, on a fait le Mont-Plante, et le Mont-Plante, vous avez eu des clubs de ski, etc. Et grâce à la Sapinière, c'est ce qui sortait. Puis on peut dire que le journal local, ce qui se dit, Oui. qui est le plus vieux journal communautaire, a été fait par le club de ski il y a déjà une cinquantaine d'années. Bon. Et donc, il y avait le club de ski. Oui. Puis ensuite, là, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y avait pas que le ski, on a développé l'escalade. Oui. Ça, si vous voulez, à côté, dans les terrains qui appartiennent encore, qui appartenaient à la Sapinière, il y a un nommé John Brett. Brett, c'est un Suisse. C'est un alpiniste. Puis vous savez, il arrive ici, puis lui, il dit, « Wow, c'est intéressant, ça, pour faire de la varap, qu'on appelle. » La varap, c'est pas monter de très hauts sommets, c'est d'escalade de falaises. Oui. Des falaises escarpées qui sont difficiles. Alors, vous regardez en arrière, là, vous en avez des falaises escarpées qui sont là. Or là, tranquillement, c'est devenu un centre d'escalade. Et mettez ça ensemble. Des gens qui viennent pour le plein air, le ski, des gens qui viennent pour l'escalade, des gens qui viennent simplement pour la tranquillité. Et la Sapinière est devenue tranquillement un haut lieu de tourisme. Alors, par exemple, les gens venaient faire le voyage de noces ici. Oui, et la table, il y avait un cuisinier la table ici, avec à l'époque. Kratz, qui était un cuisinier extraordinaire, qui a même fondé l'école d'hôtellerie ici, un des fondateurs de l'école d'hôtellerie. Alors, vous avez la table, la tranquillité, le calme. Tellement calme que quand le Canadien était en éliminatoire, au lieu qu'il reste à Montréal, il venait ici. Entre les parties des séries éliminatoires, et il venait se poser ici. Se reposer entre les parties. Oui, pour être sûr en tout cas, bon, on ne parlera pas, mais simplement, il venait ici. Ce qui veut dire que donc, la Sapinière a eu une valeur en soi, comme hôtel, au niveau touriste, et a contribué énormément à développer le plein air. Et donc, le tourisme de plein air. Oui. Ensuite, au niveau de l'hôtellerie, il faut quand même dire une chose, que suite à la Sapinière, ça a ouvert le chemin. Et comme un certain public, c'est un public de skieurs, c'est un public jeune, un public d'alpinistes, il y a eu un paquet de petites auberges qui sont ouvertes autour. L'auberge Le Rouet, l'auberge Le Rucher, il en reste une, l'auberge du Vieux Foyer. Or, ces auberges-là ont attiré une clientèle jeune, tandis qu'ici, à Sapinière... C'était plus tranquille. C'était plus tranquille. Mais on peut dire que la Sapinière, finalement, c'est le lieu de l'émergence du plein air d'été, d'hiver et du tourisme. C'est ce qui a contribué énormément. Oui. C'est sûr que c'est à ce moment-là, c'est que Val-David, qui était un village agricole et sur le bois, finalement, c'était l'ouverture au tourisme. C'est ce qui fait que Val-David était un peu en retard par rapport aux autres villages, mais c'était un tourisme bien particulier, un tourisme de plein air. De plein air. Alors voilà. Mais là, Michel, là, vous m'amenez sur un terrain vacant. Il n'y a rien ici. Ben oui, ben écoutez, c'est à quoi sert un historien ou les anciens comme moi? C'est parler des jeunes comme vous, à partir de ruines, puis à partir d'un terrain vacant. Ils parlent ce terrain-là, vous voyez pas, c'est plein de vie. C'est plein de vie. Vous entendez pas la chanson, vous entendez pas Vigneault, vous entendez rien. Non! Mais moi, j'entends tout ça. Je me vois ici, on arrivait samedi soir, on rentrait comme ça. On rentrait, on s'assoyait, il faisait noir. Noir. Il y avait sur les tables, imaginez-vous, une bouteille de vin
du Chianti avec le bouchon, c'est pas le bouchon, mais le bas, c'était en jute, pas en jute, Stressé. C'était stressé, avec une chandelle. Il faisait noir, une petite scène, des belles filles, en tout cas. Hey, ça s'était fait tomber un homme à terre. Et puis là, tout à coup, il arrivait quelqu'un sur la scène. Mais comment ça s'appelait, Ça cet s'appelait endroit-là? la butte à Mathieu. Parce qu'on est sur une butte, c'est Mathieu. Et Mathieu, c'était quelqu'un du village. Son père, c'était un poulailler, c'était un atelier de menuisier, c'est ici. Puis il a décidé une chose. On va faire de la chanson québécoise. Parce que vous savez, à l'époque, on écoutait beaucoup de chansons françaises, Louis Mariano, Georges Guattari, etc., ou beaucoup de chansons américaines. Avez-vous entendu, vous, Don't Be Crew, traduit en français? Non. Bon, ça passe à la Ça devait radio, pas ces être très affaires. bon. Ah, là, qu'est-ce qui a commencé ici? Pour être sérieux, lui, il a commencé avec des jeunes. Vigneault, Léveillé, Ferland, Calvé, Lévesque. Et il chantait une chanson typiquement québécoise. Pas qu'il n'avait pas déjà des chansons québécoises, mais cela, c'est une chanson contemporaine qui nous parlait de problèmes d'époque, de problèmes du Québec. Une chanson d'amour en français québécois, non pas une chanson d'amour en français. Donc, il rejoignait les gens. Il rejoignait les gens. Et là, on s'assemblait ici. Et puis, ça a été une période assez extraordinaire. Voyez-vous, on avait beaucoup de plaisir. Et puis, on essayait de se trouver une blonde là-dedans, mais ça ne réussissait pas souvent, parce que souvent, les belles filles étaient accompagnées, parce que c'est des gens qui faisaient du plein air. Bon, en tout cas, peu importe. Or, ça se passait comme ça. Et ça a donné deux choses. Ça a donné des lettres de créance, si vous voulez, à la belle chanson québécoise, oui. C'est-à-dire à la chanson québécoise. Alors qu'autrefois, on disait la chanson, c'est du folklore, etc. Bon. Et ça a permis à plusieurs artistes de pouvoir s'épanouir. Bien, c'est ce que j'allais dire, parce que oui, ça a aidé la musique québécoise à être propulsée, mais ça a aussi aidé à faire connaître d'autres styles de créateurs, là, ici. Oui. Écoutez, oui, il y avait la chanson québécoise, il y a eu des boîtes à chansons qui ont ouvert un peu partout en opposition aux boîtes de nuit. Et ça, les parents, ils laissaient les enfants, les ados de 17, 18, 19 ans aller là-dedans. Et ça a permis quelque chose. Il y a une autre affaire à l'époque. Vous savez, c'est les années hippies. Les cheveux longs, la barbe longue, les filles en jupe, des tresses, les couettes, comme on disait. Et puis, ils ont commencé à venir ici. Parce que Val-David a commencé à avoir une certaine réputation. Alors, tu as eu plusieurs artistes, plusieurs artisans qui étaient jeunes et qui venaient ici pour travailler dans la nature, mais exploiter leur art. Alors, ce qui est arrivé, ils sont réunis ici. Il y avait la butte d'un côté, il y avait ces artistes artisans qui, à un moment donné, ont décidé d'aller au marché à Montréal, tout le monde ensemble. Puis là, ils ont créé les créateurs associés. Alors qu'il y a eu 200 personnes qui ont passé pendant 10 ans. Peut-être pas tout le temps tout le monde, mais 200. Et ils ont fait leur première vente, le premier marché ici, où on est, sur le terrain. Sur le terrain vacant. Bien, le terrain vacant, mais il parle, le terrain vacant. Attention, faites attention, il parle, écoutez, là. Si vous prenez votre oreille, là, vous allez l'écouter, là. Vous allez écouter le brouhaha qu'il y avait, puis les gens qui marchandaient pour acheter ici, etc. Bon. Donc, si vous voulez, pour être plus sérieux, ça a donné un coup de pouce à Val-David. Il y a eu les créateurs associés. Il y a eu l'atelier de l'île. Il y a eu les arts locaux. Les arts locaux aujourd'hui. Il y a eu aussi Mille un pot. Il y a eu aussi les jardins du Cambrien. Et tout ça, ça l'a aidé Val-David. Non seulement ça l'a aidé, et ça a fait que Val-David a eu un côté culturel. L'historien Lorrain dit que Val-David, c'est une municipalité, c'est un lieu culturel. Et probablement le meilleur lieu culturel dans les Laurentides.